Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On inaugure un cycle consacré à la nostalgie. Alors on a eu envie de faire la nostalgie collectivement, mais ça n'a pas été sans nous poser beaucoup de questions après. Voilà, donc c'est vraiment une envie collective. Et pourquoi c'est difficile? Parce que qu'est-ce que c'est que la nostalgie? Comment on peut en parler? Comment on peut en rendre compte? Comment on parvient à définir, ce que, Jean Kelevitch décrit, je prends ma petite note parce qu'il ne faut pas se tromper, sous forme d'une mélancolie humaine rendue possible par la conscience de quelque chose d'autre, d'un ailleurs, d'un contraste entre le passé et le présent. Durant 6 semaines, donc, on va tenter de répondre à cette vaste question. Alors, tout d'abord, à travers une exposition que, si vous n'avez encore eu l'occasion de visiter, je vous invite à faire à la sortie de cette conférence une belle exposition concoctée par les bibliothécaires qui se veut une petite synthèse des différentes facettes que la nostalgie peut revêtir. Il y aura également plusieurs rencontres dans les différentes bibliothèques de Montreuil, aussi bien un atelier olympien que des clubs de lecture et de rencontres, une soirée de jeux rétro et même un spectacle culinaire. Il s'avère également que le hasard fait bien les choses. En cette fin de novembre, on va célébrer les 50 ans de la bibliothèque Robert Desnos. Et on vous propose de nous rejoindre tous très nombreux samedi prochain pour fêter joyeusement, en musique, avec un concert des Mama Shakers, cet bel anniversaire. Je vais laisser la parole à Thomas Dodman. Alors Thomas Dodman, il est historien, maître de conférence à l'Université de Columbia aux États-Unis. Il a très généreusement et très sympathiquement accepté notre proposition de leçon inaugurale. Nous l'en remercions très chaleureusement. Ça va être l'occasion de l'écouter nous raconter, comme il a si bien su le faire dans cet essai Nostalgie, histoire d'une maladie mortelle, comment on est passé d'une pathologie qui est responsable de milliers de victimes au XVIIIe siècle à un sentiment devenu plus bénin fin XIXe siècle. Comment ce qu'il nomme la fabrique de la nostalgie n'est pas le simple fruit d'une révolution médicale, mais bien davantage les convulsions d'une société en proie à la guerre et au déracinement et bien d'autres choses encore, je n'en doute pas, qu'on pourra écouter ensemble. Et juste avant de lui laisser la parole, je précise que cette conférence est interprétée en langue des signes française par Anne-Marie et Christine, qu'elle est également filmée et que cette captation sera très prochainement disponible sur le site de la médiathèque des bibliothèques de Montreuil. Pardon. Voilà. Je vous laisse maintenant poursuivre. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là si nombreux. Je suis vraiment très content de pouvoir être là pour l'inauguration de ce cycle de rencontres à la bibliothèque de Montreuil, que je ne découvre pas. J'y suis déjà venu dans la préparation de cette rencontre, mais qui est nouvelle pour moi et que je découvre avec un vrai plaisir. Venant d'un pays où les bibliothèques publiques sont en danger, sont un peu un des derniers lieux de société, où l'on fait société, où l'on se rencontre et on discute et on échange. Je parle des États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est un vrai plaisir de voir un lieu vivant, un lieu où il y a beaucoup de monde qui rentre, qui sort, qui vient voir, qui prend des livres, qui discute, qui se rencontre. Je suis vraiment très content et très ému même d'être là, et je vous remercie encore une fois d'être avec nous. Je voulais remercier Annabelle Guénégues, Christelle Leblanc, Jean-Sébastien Testoni et Arnaud Lemapion pour l'invitation. Et je vous invite vraiment à aller voir cette exposition, cette installation que je découvre à l'occasion. Il y a Baudelaire qui me regarde à travers
la salle et c'est un tout petit peu intimidant, mais voilà, je vous recommande vraiment, vraiment d'aller la voir et de rester pour tout le cycle des rencontres. Il va y avoir vraiment des très belles choses. Ce que je vais essayer de faire moi aujourd'hui, c'est en tant que conférencier pour une leçon inaugurale, vous donner un panorama assez vaste, assez large sur l'histoire de la nostalgie, et surtout dans ses facettes un peu méconnues peut-être, le passé médical, militaire de la nostalgie et aussi ses formes politiques qui sont peut-être un petit peu plus contemporaines et un peu plus inquiétantes parfois aujourd'hui pour nous. Et je vais constamment voilà, basculer entre l'individuel, le personnel, le psychologique et aussi le social, le collectif, le politique, parce que je voudrais que vous vous donniez un peu une idée de la façon, les multiples façons, les multiples formes et les multiples façons dont la nostalgie irrigue un petit peu notre quotidien, nos vies. C'est pas juste une émotion dont il est question, c'est quelque chose qui habite plein d'aspects de nos vies. Donc, vous vous en souvenez peut-être, au lendemain des JO, des Jeux olympiques de cet été, le 12 août 2024, le président français, Emmanuel Macron, exprimait, au nom de la nation, un petit pincement au cœur. Il y avait comme, et je le cite, un peu de nostalgie dans l'air après ces 2 semaines, cette quinzaine euphorique, cette parenthèse de légèreté qui nous avait distraits des guerres, des petites tracasseries du quotidien et en l'occurrence de la paralysie politique. Je pense que c'est ce qui l'intéressait le plus. Pendant 2 semaines, on l'avait presque oublié, cette nostalgie qui abreuve le discours politique de nos jours. À tel point que certains manifestaient déjà un mécontentement à ce qu'il n'y en ait pas eu assez de nostalgie ou tout du moins une certaine image d'Épinal, de la France d'antan, dans la cérémonie d'ouverture des JO, dont vous vous rappelez peut-être aussi. Tant de noms familiers manquaient à l'appel du roman national. Il était où, Napoléon? Il n'était pas là. Ceux qui en étaient méconnaissables, voire même décapités. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la polémique. Malgré la pluie tombante ce jour-là, ce travelling historique sur la scène était bien en couleur vive et pas en sépia, qui est le filtre typique, universel, reconnu du cliché nostalgique, de l'image ou de l'objet qui suscite la nostalgie, de tout ce qui s'achète de nos jours sous l'étiquette du vintage. La semaine dernière, le pays dans lequel je vis, les États-Unis, s'est teint de rouge, un rouge vif. Le rouge étant la couleur non pas de la commune, mais du Parti républicain, qui s'est imposé dans les élections présidentielles dont j'imagine vous avez entendu parler et peut-être même cauchemardé la nuit, comme je le fais depuis 2 semaines. C'est un rouge vif, celui des cravates que porte le futur président. Pardon, j'ai oublié, voilà, c'était la citation première sur la nostalgie des JO. Le futur et ancien président du pays, le rouge sang des casquettes que portent nombreux de ses électeurs et sur lesquelles on lit MAGA pour Make America Great Again, rendre l'Amérique à nouveau grande. Ça, c'est une photo prise dans l'aéroport à New York il y a quelques jours quand je venais ici. Slogan, le MAGA, slogan d'une politique de la nostalgie s'il en est, et qui, en l'occurrence, a fait une bouchée du slogan diamétralement opposé qu'arboraient les démocrates et leur malheureuse candidate Kamala Harris. Ce slogan, c'était « We are not going back ». Nous n'y retournerons pas ou nous ne reviendrons pas en arrière. Donc, diamétralement opposé. Eh bien, nous y sommes retournés. Mais retournés à quoi exactement? Si le refrain nostalgique du MAGA était déjà là il y a 8 ans, je m'en souviens, lors de la première élection de Donald Trump et promettant un avenir radieux au pays par une restauration de sa grandeur passée, ce message s'est dédoublé cette fois
d'une sorte de micro-nostalgie accélérée, un mini-cycle de nostalgie. Une nostalgie pour le premier mandat de Trump, révélée déjà au printemps dernier par des sondages assez hallucinants, à mon avis, qui faisaient état d'une amnésie impressionnante de l'état dans lequel Trump laissait le pays, les États-Unis, à la fin de son mandat en 2020, c'est-à-dire en proie, je vous rappelle un petit peu des mauvais souvenirs, un pays en proie à une gestion catastrophique de la crise sanitaire du Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Trump préconisait de s'injecter de l'ammoniac dans les veines pour se protéger. Un taux de chômage 4 fois plus élevé qu'au début de son mandat. Une dette publique qui avait explosé à cause des coupes d'impôts qu'il avait fait passer. Une économie au bord du gouffre. Et je passe sur tous les scandales qui s'étaient accumulés depuis un certain nombre d'années déjà. Tout ça a été comme oublié en l'espace de 4 ans. Pour nombre de ses électeurs, et c'est ce que révélaient ces sondages, réélire Trump, c'était déjà rendre le pays à sa gloire d'antan, aussi fictive, imaginaire, amnésique soit-elle. Ce phénomène irréfléchi et qui révèle l'emprise des bulles médiatiques et idéologiques dans lesquelles nous vivons a un nom. Il s'appelle en anglais le nostalgia bias, le biais nostalgique qui nous porte quasi systématiquement à penser que c'était mieux avant. Si j'ouvre sur ces 2 petites vignettes contemporaines assez récentes, c'est pour vous dire ce que, au fond, vous savez déjà, que la nostalgie est partout, qu'elle irrigue notre quotidien de citoyens, de consommateurs et d'adultes ayant été des enfants et peut-être se rappelant des bons souvenirs de JO au passé. Et que cette nostalgie, elle fait le beau et le mauvais temps de la politique, de nos politiques, un peu partout à travers le monde. Parce que le MAGA aux États-Unis se décline aux couleurs locales un peu partout à travers le monde, devenant Brexit au Royaume-Uni, nostalgie ottomane ou kémaliste en Turquie, hindouisme nationaliste en Inde, etc., etc. J'ai vu, en arrivant à Paris l'autre jour, que le magazine Challenge, dont je ne suis pas un avide lecteur, j'avoue, mais j'ai vu dans le kiosque, s'est aussi mis à l'ère du temps, très vite, avec une belle couverture qui fait écho à l'ère du temps, Make Europe Great Again. Le message est peut-être bon, je ne sais pas, j'ai pas lu, mais en tout cas, on sent qu'il y a, on s'inscrit dans une logique. Car en France aussi, évidemment, c'était mieux avant. Combien de fois l'avez-vous entendu, cette phrase? Peut-être pensée et même prononcée vous-même. Mais savez-vous d'où elle vient? Connaissez-vous l'étonnante histoire du sentiment qui anime cette sensation de déclin, qui irrigue le déclinisme de nos politiques et inspire le merchandising rétro de nos entreprises? Cette nostalgie dont on sait qu'elle n'est plus ce qu'elle était, comme disait Simone Signoret, mais qu'est-ce qu'elle était, qu'elle n'est plus aujourd'hui? Au fait, nos émotions ont-elles une histoire? Pouvons-nous la raconter? Je suis désolé de vous l'annoncer, mais contrairement aux apparences, le déclin français, c'est une vieille histoire, car le problème ne date pas d'hier. Voilà longtemps que le déclinisme fait date et fait recette. Essayons d'en retracer la généalogie en remontant dans le temps, en faisant une sorte de roman national à l'envers. L'enquête annuelle Ipsos Fracture française, que je vous encourage à regarder, n'est pas encore disponible pour l'année 2024. Elle est actualisée chaque année. Mais sans doute qu'elle ne dévie pas cette année des conclusions de l'année dernière et de toutes les précédentes, en fait. Le constat en 2023 était accablant. Selon 82% des Français, le pays serait en déclin.
Cela faisait en 2023 7 points de plus qu'en 2022. J'attends impatiemment de savoir en 2024 où on en est. Un Français sur 3 juge ce déclin irréversible. Et dans les classes populaires, c'est plutôt 50% des Français. Or, surprise, nous étions déjà 85% de déclinistes lors de la première enquête fracture française, il y a bientôt 12 ans. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. En fait, cela fait quelques années que les Français ont le moral en berne et que le pays va mal. Depuis le début des années 2000, et surtout la grande récession de 2008, les sondages se succèdent, faisant tous le même constat. Le pessimisme semble s'installer durablement. Le malaise est d'ailleurs protéiforme et peut être à la fois ressenti subjectivement et ou mesuré objectivement par des données, des faits. Les deux ne vont pas forcément de pair. C'est un peu tout le problème. Il rassemble aussi bien des inquiétudes diverses, économiques, sociales, morales, politiques, culturelles, d'individus qui sont souvent en réelle détresse, et j'insiste, une réelle détresse, mais qui peut aussi découler d'angoisses existentielles plus vagues sur le rang du pays ou sur son rayonnement à travers le monde. Rayonnement, c'est la formule consacrée à l'époque de la Troisième République pour parler de la mission civilisatrice française dans les colonies. On l'utilise encore aujourd'hui. Un pays, la France, qui certes perd en 2022 sa place de premier exportateur d'électricité en Europe, mais qui reste tout de même, et en dépit d'une légère réduction du cheptel bovin, la première puissance agricole du continent. Sans oublier que les Rafales se vendent maintenant comme des petits pains à travers le monde. Cette grande peur, vous l'aurez deviné, un peu irrationnelle à mon avis, a un nom, c'est le déclassement. Il peut lui aussi être individuel et très concret et très, très réel, ou alors national et plutôt vague, plutôt abstrait. Il peut même être assorti d'un fantomatique, mais non moins effrayant, grand remplacement. Les médias en raffolent, je ne vous apprends rien, y donnant une saveur particulière et qui fait déjà les beaux jours de la mode, du marketing et de ce sentiment qui alimente la rétromanie, cette nostalgie, justement. Dans les kiosques qui résistent au déclin de la presse papier et sont même relookés en mode rétro aujourd'hui, les magazines ressassent des refrains convenus. Napoléon, quand la France dominait l'Europe. C'était la marche de l'histoire en 2019. Le siècle de Louis XIV, quand la France dominait le monde, Le Point en 2005. Et je m'en rappelle de celle-là parce que c'est le moment où je commençais à travailler sur la nostalgie. Et c'était dans les kiosques. En 2014, le Figaro Magazine proclame sur sa couverture la revanche de la France d'antan, enquête sur la nostalgie contemporaine, mélangeant images vintage, la 2 chevaux par exemple, avec des images d'Épinal plus ou moins conservatrices, comme par exemple le village avec son clocher emblématique d'une France éternelle, rurale, catholique, et qui sert de toile de fond aux grands hommes de la politique française, de Pétain à Mitterrand, à Sarkozy, et j'en passe. De droite à gauche, donc. À la même époque, un journaliste, qui à l'époque était au Figaro, déconstruisait les prétendus déconstructeurs de cette idylle rurale perdue. Il s'en prenait à la French Theory, la théorie française, qui était très populaire aux États-Unis à l'époque, dénonçant à coups de raccourcis un grand suicide français. Plus tard, il montra toute une campagne présidentielle manipulatrice sur l'idée que c'était mieux avant. Je parle évidemment d'Éric Zemmour. L'idée était en fait déjà dans l'air du temps. 10 ans avant, donc à la fin des années 1990, je suis en train de remonter dans le temps, vous voyez,
Un confrère économiste parlait d'un pays qui tombe, la France qui tombe. C'est un livre best-seller déjà à l'époque. Ou tout du moins qui glisse inexorablement dans le classement des puissances économiques mondiales face à la montée de la Chine et de l'Inde. Plus stable dans les classements est une station radio lancée dans les années 1980 qui séduit quelques 6 millions d'écouteurs à ce jour et dont le nom est tout un programme, Radio Nostalgie. Manifestement, le déclin, ça vend et ça fait peut-être même du bien. On l'écoute avec bonheur. Mais les Français ont la mémoire courte. Car voilà un certain temps que tout fout le camp. Comme le chantait déjà, ironique, Marcel Mouloudji en 1972. Les années 70 sont aussi une décennie de crise économique et de désenchantement suite à la révolution de mai 68. Et vous verrez dans l'installation, il y a un panneau Annie Ernaux, et si vous vous rappelez les années d'Annie Ernaux, 68 est vraiment un moment de bascule entre une sorte d'entrain utopique et un sentiment que sa vie lui échappe et que les grands idéaux sont un peu finis. C'est au bout de cette décennie des années 70 que l'on nomme la période de paix qui a précédé, donc les années 1945-1975. Non, ne leur dites pas chut, chut, c'est superbe d'entendre des enfants qui passent dans des bibliothèques. Donc 1945-1975, les 30 glorieuses. C'est au bout de cette période qu'on nomme rétrospectivement cette période les 30 glorieuses. Il s'agit là de ce que historiennes et historiens appellent un chrononyme, c'est-à-dire une tranche de temps à laquelle on donne rétrospectivement un nom et une cohérence, avec le plus souvent un brin de regret. Ce fut déjà le cas pour la Belle Époque, nom que l'on donne au tournant du 19e et du 20e siècle, mais qui date en fait de la fin des années 1920, voire les années 1930, quand on cherche à se rappeler d'un moment insouciant avant le cataclysme de la Grande Guerre. La Belle Époque ne devient Belle Époque que après la Première Guerre mondiale. Dans les deux cas, les 30 Glorieuses et la Belle Époque, il s'agit non seulement d'appellations rétrospectives, mais de mémoire partielle, partiellement amnésique, qui révèle en se rappelant, mais qui masque aussi en oubliant. Les 30 Glorieuses furent aussi... Est-ce que ça va le rythme? D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Les 30 Glorieuses furent aussi un temps de mélancolie post-coloniale et surtout de violence coloniale, qui déferla d'Indochine en Algérie jusque dans les rues de Paris le 17 octobre 1961, lorsque la police assassine 200 à 300 manifestants algériens pacifiques. Mais voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, l'après-Deuxième Guerre mondiale est vouée à l'union nationale après le choc de 1940, que l'on impute volontiers à l'époque au Front national. C'est toujours bien de s'en prendre au Front populaire, excusez-moi. C'est toujours bien de s'en prendre à des fronts populaires. L'union des gauches est à disqualifier tout le temps. Et à la parenthèse Vichy qu'il faut taire à tout prix, qu'il faut oublier à tout prix. La France du général de Gaulle est un pays de 40 millions de résistants et qui retrouve tant bien que mal son rang de puissance internationale. Voilà tout du moins ce que l'on veut voir dans le rétroviseur d'une déesse, une vraie, d'époque, une déesse tombée du ciel, l'équivalent moderne d'une cathédrale gothique au Moyen-Âge, comme l'écrivait en 1957 Roland Barthes. Or, cette peur du déclin et ce regard sur un passé assaini et qui donne forme à une politique de la nostalgie est une habitude encore plus ancienne, qui remonte loin dans le XIXe siècle,
quand apparaissent les premiers professionnels du déclinisme français. C'est sur fond de dégénérescence raciale, sur fond de défaite à Sedan en 1870, de perte de l'Alsace-Lorraine, de repli démographique, de théories sur la dégénérescence raciale, de peur du socialisme et du féminisme, de crise boulangiste et bien sûr d'affaire Dreyfus, que la fin de siècle, avant de devenir une belle époque, est période de déclin par excellence. C'est comme ça qu'on la vit à l'époque, enfin en tout cas pour certains. Il s'agit même, pour les penseurs d'un nouveau nationalisme revanchiste, qu'il soit d'ailleurs républicain avec Maurice Barrès ou qu'il soit royaliste avec Charles Maurras, d'une époque de décadence, une déchéance à la fois matérielle et morale du pays, à cause du déracinement, d'où Les Déracinés, le roman de l'énergie nationale de Maurice Barrès, à cause du déracinement de tout un peuple, avec un drôle d'effet de déjà-vu pour nous aujourd'hui. Déjà alors, à la fin du XIXe siècle, on déplore la perte d'identité et de tradition face à une modernité anonyme et à l'infiltration dans le corps national d'ennemis étrangers. À l'époque, il s'agit moins d'immigrants musulmans ou d'arabes que de juifs cosmopolites perçus comme des agents de la finance mondiale et apatrides. C'est en fait la naissance d'une forme spécifique d'antisémitisme moderne qui est autant de droite que de gauche parce qu'il est essentiellement anticapitalisme. On peut y revenir dans les questions si vous voulez. Si tout ceci ne devait pas avoir les conséquences dramatiques que nous connaissons au XXe siècle, on serait presque tenté d'en rire. Car il se trouve que seulement quelques années auparavant, quelques 2 décennies auparavant, le déclin français s'expliquait précisément par le contraire, c'est-à-dire par l'enracinement excessif des Français dans leur pays, ce qui les rendait un peuple casanier qui s'expatriait à contre-cœur, parce qu'ils restaient rivés, attachés à leur clocher, et qui ne produisait donc pas de bons colonisateurs, comme se désespérait à la mi-siècle, mi-19e siècle, Alexis de Tocqueville. Donc, je ne sais pas si vous réussissez à voir là, il écrit un petit texte qui s'appelle « Quelques idées sur les causes qui s'opposent à ce que les Français aient de bonnes colonies ». Les Français n'arrivent pas à avoir de bonnes colonies parce qu'ils s'expatrient à contre-cœur, ils restent attachés à leur pays, à leur terroir, et donc ils ne font pas de bons colons. Et Tocqueville, évidemment, s'en désespère parce qu'il est apôtre de la colonisation, notamment en Algérie. En effet, à cette époque, et ce qui l'embête le plus, c'est que les Anglais, à cette époque, sont en train de s'installer durablement en Inde. Et donc la France perd dans sa rivalité avec la perfide Albion. En effet, la conquête de l'Algérie, lancée en 1830, piétine. Et Tocqueville, le grand démocrate libéral, finit par approuver ce qu'il appelle des nécessités fâcheuses, c'est-à-dire des massacres de civils, que commet alors l'armée d'Afrique afin que la France puisse garder son rang. Il sait très bien que les Français manquent d'appétit pour l'expatriation. Très peu se sont installés en outre-Atlantique, en Nouvelle-France, au XVIIIe siècle, par rapport aux Portugais, aux Espagnols et aux Britanniques qui s'embarquent en masse vers le Nouveau Monde. Sans oublier, bien sûr, que le pays a déjà perdu un premier empire colonial en 1763, suite à la guerre des 7 ans, et puis Haïti, la perle des Antilles, qui arrache son indépendance dans le sang en 1804. Le spectre de Napoléon plane toujours,
Mais force est de constater, au milieu du 19e siècle, à l'époque de Tocqueville, que Paris se fait éclipser par Londres comme Athènes s'était fait éclipser par Rome. Ce sont les termes qu'utilisent les contemporains de Tocqueville. Et, et l'explication qu'ils donnent pour cela, elle est toute simple. Ils disent textuellement, c'est parce que la nostalgie est devenue le mal le plus français. Donc cette décadence de la France est déjà attribuée à une sorte de nostalgie viscérale française au milieu du 19e siècle. Les Français étaient donc déjà un peuple de nostalgiques invétérés il y a 2 siècles. Mais tout s'explique. Pas vraiment. Car la nostalgie ne désigne pas alors le sentiment tristouné, sans doute, un peu aigre-doux, un petit peu douloureux, mais somme toute plutôt bénin, voire même réconfortant, de regret d'une époque révolue et idéalisée que nous connaissons tous aujourd'hui. Et dont certains d'entre nous, ou peut-être nos enfants, ont eu l'occasion de voir faire une apparition furtive dans le film Pixar Vice Versa 2, donc le deuxième volet de la série Vice Versa, sorti cet été, l'été dernier, et qui nous fait entrer dans la vie émotionnelle orageuse d'une jeune adolescente, Riley, par le biais de personnages anthropomorphiques censés représenter ses émotions et qui contrôle, tant bien que mal, son comportement. Donc, je vais vous montrer juste rapidement la bande-annonce. Et puis, vous allez voir, après 45 secondes, la nostalgie fait une apparition. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce film ou si vous avez accompagné des jeunes voir ce film, des jeunes enfants. Moi, j'ai eu le plaisir de le faire cet été. En fait, c'est un film très intéressant qui présente donc, dans les personnages les émotions de Riley. Il y a dans le premier volet les 5 émotions, dites émotions de base de Riley, qui sont l'amour, la joie, la colère, la peur et le dégoût. Et dans ce deuxième volet, Riley, en grandissant, en devenant une adolescente, acquiert d'autres émotions en plus. Vous avez vu l'angoisse, qui va jouer un rôle important dans ce film, dans ce deuxième volet, l'ennui, qui est avachi sur le canapé, et à un moment, dans la scène que vous avez vue, apparaît la nostalgie. Et les autres émotions, en fait, lui disent non, non, c'est trop tôt, toi, c'est plus tard. Tu reviens plus tard, c'est pas pour l'instant. Et donc, la nostalgie retourne dans son armoire, dans son placard, et disparaît, fait une autre petite apparition furtive plus tard dans le film. Cette visualisation des émotions doit énormément à un psychologue très, très célèbre, Paul Ekman, le fondateur de la théorie des émotions de base, dont nous serions tous à peu près, toutes et tous équipés, et qui sont des émotions universelles, valables, qui sont ancrées dans la biologie de l'espèce humaine et qui sont les mêmes depuis tous les temps et d'une culture à l'autre, et dont l'agencement détermine nos comportements. Paul Ekman était carrément un conseiller du film. Donc le film, en fait, véhicule une théorie particulière de la psychologie et de comment fonctionnent nos émotions. Ça fait un très bon film, mais n'en déplaise aux psychologues, et en particulier à ceux qui croient aux émotions universelles et transhistoriques et qui seraient les mêmes partout et pour tout le monde, nos émotions, en fait, ne sont pas les mêmes d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre. Si aujourd'hui, la nostalgie ressemble à une grand-mère gentille avec sa tasse de thé, selon cette visualisation que nous venons de voir, au 19e siècle, elle ressemble à, pardon, je vais y arriver, elle ressemble à ça. L'image d'un soldat mourant, c'est une scène de lit de mort,
où nous voyons la nostalgie comme étant au 19e siècle, en 1830, on est en 1833, une maladie mortelle, une forme particulière de mélancolie, ce que nous appellerions aujourd'hui la dépression, causée par l'expatriation et que l'on appelle couramment, dans le langage courant, mal du pays, maladie du pays. Les deux mots sont synonymes à l'époque. On est en Algérie à cette époque, dans cette gravure de Hippolyte Bélanger, donc dans les années 1830, lors de la conquête de l'Algérie. On le sait parce qu'on voit les mâles au-dessus de la tête du patient qui symbolise le déplacement. La casquette que portent ces soldats est la casquette d'Afrique, dont est équipée l'armée française à cette époque. Et surtout, la lettre que tient le soldat et qui pointe de manière métaphorique vers son foyer, sa maison, représentée ici par le chien. Un chien qui, évidemment, renvoie en partie à Argos, le chien d'Ulysse, qui reconnaît, qui est l'animal qui reconnaît Ulysse quand il rentre à Ithaque, à sa chère Ithaque. Ulysse n'est pas reconnu ni par sa femme non plus, par son peuple. C'est son chien Argos qui le reconnaît. Mais en l'occurrence, ce chien est un épagnol breton et qui renvoie donc à toute une mythologie médicale de l'époque qui veut que les Bretons soient particulièrement susceptibles de souffrir de nostalgie. Ils souffrent de nostalgie parce qu'à l'époque, ils ne parlent pas le français et qu'ils se retrouvent à l'armée totalement aliénés, totalement dépourvus de liens sociaux, de tissus, de moyens de communication avec les autres soldats. Et donc ce sentiment pathologique est à la fois articulé essentiellement dans l'espace. C'est une maladie du pays, c'est un déplacement dans l'espace plutôt que dans le temps, comme nous le pensons aujourd'hui. Et c'est aussi une forme d'aliénation, c'est une forme d'estrangement, on dirait en anglais, d'être tiré de son milieu social, de son pays qui est une notion polysémique qui renvoie à un lieu, mais aussi à toute une communauté familiale, de villageois, de gens du pays, en fait. Cette nostalgie pathologique que l'on voit ici peut atteindre n'importe qui, mais surtout des soldats, des migrants, des personnes esclavagisées et autres populations soumises à un déplacement sous contrainte et plus ou moins violent. C'est une maladie qu'il faut prendre en charge avec un protocole médical mis au point par les officiers de santé de l'armée. Alors, il y a toute une pharmacopée, il y a des interventions de médecine voilà, avec des médicaments, mais au final, le rapatriement est la cure la plus efficace. Et donc, le soldat nostalgique, une fois avéré, une fois reconnu son cas de nostalgie, va être renvoyé au pays avec un congé de convalescence. Sans quoi, la nostalgie peut entraîner des complications physiques graves, voire mortelles, comme par exemple une phtisie pulmonaire. Ce que nous voyons là, c'est ce qu'on appelait à l'époque un poitrinaire. On le voit parce que sa poitrine squelettique est exposée. C'est quelqu'un qui est en train de mourir de tuberculose ou de phtisie pulmonaire causée par le mal du pays, par l'expatriation. Les Français semblent y être particulièrement prédisposés. Et malgré une politique de congés de convalescence généreuse, on enregistre de véritables épidémies nostalgiques capables de décimer des bataillons entiers dans les armées napoléoniennes et au XIXe siècle. Et donc là, je vous montre juste des documents d'archives d'officiers de santé qui utilisent le diagnostic de nostalgie sur un acte de décès d'un soldat ou alors sur un certificat de visite qui détermine l'obtention d'un congé de convalescence pour un soldat.
Je suis en train de vous c'est pour vous prouver que c'est sérieux, je suis pas en train d'inventer tout ça. On mourait vraiment de nostalgie au 19e siècle. Mais et voilà, et d'autres documents d'archives, donc vous voyez des affections nostalgiques qui déciment un bataillon de soldats, encore une fois, en Algérie. Heu, Au milieu, en bas, c'est toujours l'Algérie au 19e siècle. En haut à droite, c'est lors de la Commune de Paris. C'est un communard qui meurt de nostalgie pendant la Commune de Paris. Donc à la fin du 19e siècle, on meurt toujours de nostalgie. Et il y a toute une littérature médicale qui se met en place courant du 19e siècle avec des dizaines de thèses de médecine, presque une centaine au final, qui étudient cette nostalgie appelée vulgairement maladie du pays, mal du pays. Euh, c'est c'est le deuxième trouble mental le plus étudié dans les écoles de médecine en France à l'époque, après l'hystérie. Donc c'est vraiment un diagnostic très important. Mais les Français sont loin d'être les seuls à souffrir de nostalgie. D'ailleurs, avant de devenir un mal français, la nostalgie fut tout d'abord une Schweizerkrankheit, une maladie suisse. Les Suisses sont en effet les premières victimes iconiques du mal. Un mal dont l'étymologie, les origines, sont traîtres. Car la nostalgie est d'emblée un faux, un mot dont les racines grecques de nostos, retour au pays, et algos, douleur, donc la douleur du retour au pays, semblent devoir nous amener à Ithaque, et avec Ulysse, songeant à son pays, comme le suggère aussi la gravure que je vous ai montrée avant. Mais en fait, ces origines, ce mot, nous renvoie aux recherches cliniques et les spéculations plutôt inspirées d'un jeune étudiant en médecine mulhousien, Johannes Hofer, qui invente le mot dans sa thèse de médecine soutenue à Bâle en 1688. Et vous en avez une reproduction dans l'exposition. Je vous invite à aller la voir tout à l'heure. C'est le document qui invente le mot de nostalgie. Et il a 19 ans. J'aurais bien aimé à 19 ans avoir inventé un mot aussi qui ait eu autant de succès. Hofer hésite avec d'autres néologismes à l'époque, dont philopatridomanie ou nostomanie. Et je me suis souvent demandé qu'est-ce qu'il en aurait été de la modernité et du marketing, peut-être même, et de toutes nos vies, s'il avait choisi philopatridomanie. Est-ce qu'on pourrait être tout gentiment philopatridomane pour les bons vieux temps? C'est un de ces moments où l'histoire bifurque et prend un chemin. On se demande, on peut faire l'histoire des possibles non advenus, de qu'est-ce que serait devenue la modernité si Hofer avait choisi finalement philopatridomanie plutôt que nostalgie. Il choisit nostalgie et il la définit comme une passion de l'âme, c'est-à-dire une émotion très forte, l'effet d'une imagination troublée, qui fait vraiment un travail de psychologie, soit la grande tristesse naissant de l'ardent désir de revoir sa patrie. C'est sa définition de la nostalgie. Donc vous voyez, on est dans une conception spatiale de la nostalgie. C'est l'éloignement du pays natal, de la patrie. Forcé de le constater, la nostalgie est inventée en 1688 comme réaction pathologique au bouleversement de la modernité, bouleversement dont les soldats sont en première ligne, si j'ose dire, sont les témoins privilégiés, comme le sont des émigrants, des esclaves, sauf qu'il n'y a pas le regard médical pour nous le dire, parce que ce sont des corps moins importants aux yeux de l'administration et donc que l'on ne soumet pas à un regard médical. On peut les perdre, ils peuvent mourir sans qu'il y ait autant d'intérêt pour les maintenir en vie. Ils sont expendable, on dit en anglais.
Et donc juste pour vous illustrer encore un petit peu tout ça, je vais vous montrer quelques autres images de ce que j'appelle l'iconographie de cette nostalgie pathologique. Heu, Elle renvoie toujours à la pose mélancolique classique que vous voyez ici en bas à droite avec le fameux Dürer, Melancholia, repris dans des représentations de soldats nostalgiques au XIXe siècle, dans la toile d'Horace Vernet et dans cette gravure d'un garde suisse qui souffre de nostalgie, en entendant le Kuereien, le Rance des vaches, une chansonnette qui rappelle à ce soldat suisse l'alpage d'où il vient et qui donc est interdite, soi-disant. C'est un peu une légende, mais bon, toutes les sources en parlent. Ce chant est interdit dans les bataillons de garde suisse parce que sinon tous les soldats tomberaient de mort de nostalgie, au dire des sources de l'époque. Ça nous fait un peu rigoler, mais il y a, si ça les... S'ils s'intéressent tellement à ça, ça veut dire il y a quelque chose derrière ça. Euh, Cette nostalgie, du coup, s'articule pour le soldat entre le moment du départ et dont on voit toute la tristesse, tout le déchirement, tout l'arrachement dans cette peinture attribuée à Watteau de Lille du départ du volontaire en 1792, peinture que vous pouvez admirer au musée Carnavalet, elle est exposée au Carnavalet. Entre ce moment du départ, de l'arrachement, où l'on retrouve d'ailleurs en fond le monde anonyme, impersonnel de l'armée que l'on voyait dans la gravure de Bélanger avec des silhouettes effacées en fond. Donc ce décalage entre la famille, le pays, le lien et la perte, l'aliénation du monde moderne de l'armée, entre ce moment d'arrachement et le moment rêvé du retour dont rêve ce soldat américain, en l'occurrence, pendant la guerre civile américaine. Donc nous sommes en 1860, dans les années 1860, vers la fin de la période de cette nostalgie pathologique dont je vous parle. Et vous voyez là aussi la lettre par terre à côté du soldat, le rêve d'un retour au pays. Donc ce sont les deux bornes, on va dire, spatiales entre lesquelles s'articule cette nostalgie. La nostalgie, je vous disais, n'est pas juste la prérogative de soldats. On la retrouve aussi chez des bagnards, comme chez ces bagnards britanniques envoyés en Tasmanie, pardon, au sud de l'Australie, qui est une terre de bagne pour la marine britannique, ou encore chez cette femme esclavagisée aux États-Unis, qui, ayant appris qu'elle a été vendue et qu'elle va être séparée de ses enfants, décide de se suicider en se jetant par la fenêtre. Et la cause officielle de son acte est signalée comme étant une crise de nostalgie préventive, presque, voilà, une crise qui l'a porté à préférer mourir plutôt que de se séparer de ses enfants dans des conditions évidemment terribles, d'une violence extrême que sont celles de l'esclavage aux États-Unis au début du 19e siècle. Ayant ainsi remonté tant bien que mal la pente du déclinisme pour en arriver à cette nostalgie mortelle, on a un peu le vertige. Surtout, on se demande, enfin vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui va vous arriver la prochaine fois que vous repensez à votre jeunesse, au JO, ou que vous voyez un cliché sépia sur Instagram, ou que vous vous promenez un petit peu trop longtemps dans une brocante. Ne vous inquiétez pas, on ne meurt plus de nostalgie depuis la fin du 19e siècle. 1884, pour être très précis, selon les statistiques officielles de l'armée française, même si, en fait, on continue de parler un petit peu de nostalgie dans les tranchées en 14-18, mais c'est vraiment la fin. C'est un moment où le terme disparaît du discours médical.
Pourquoi? La transformation de la nostalgie d'une maladie en un sentiment plutôt bénin, mais dont on ne meurt pas aujourd'hui, voire même réconfortant pour certains. Les psychologues parlent de la nostalgie comme d'une émotion positive, une émotion qui nous aide, j'y reviendrai. Une émotion qui s'articule dans le temps désormais plutôt que dans l'espace, comme celle mortelle que je vous ai montrée. Cette transformation est un sujet complexe à explications multiples. J'ai essayé d'y consacrer un livre. Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement répondu à la question, mais je vais vous donner quelques éléments qui peuvent permettre d'expliquer cette transformation. Tout d'abord, il y a évidemment le romantisme qui passe par là et qui fait, avec son culte des émotions, des poètes torturés, qui transforme la maladie en quelque chose de presque souhaitable. Les romantiques souhaitent presque souffrir et mourir. Il y a un culte de la maladie, une esthétique de la maladie, et notamment de la tuberculose. Et donc, il y a déjà là une récupération un petit peu de la nostalgie pathologique dans la poésie romantique au début du XIXe siècle. Il y a aussi, évidemment, une habituation progressive aux formes de mobilité et au régime de temporalité de la modernité. Le déplacement, pour faire simple, fait de moins en moins peur au fil du XIXe siècle. Les gens s'habituent progressivement à bouger, à rencontrer des étrangers, à ne pas à se désenclaver, comme on disait à l'époque. Déterminantes aussi sont les changements dans les connaissances médicales, bien évidemment, tels par exemple l'apparition du trauma psychique, qui est une invention de la fin du XIXe siècle et qui, quelque part, en certains sens, remplace la nostalgie. On le voit dans les documents médicaux, les médecins disent bon, là, on parlait de nostalgie, maintenant, on va parler de neurasthénie. Et puis après, on va parler de shell shock. Et puis après, au XXe siècle, on va parler de PTSD, de troubles de post-traumatiques. Il y a du coup un passage du relais, un peu du témoin de la nostalgie à d'autres diagnostics qui sont rendus possibles par la découverte du trauma psychique. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on ne conçoit pas qu'on puisse avoir des blessures psychiques sans support organique, que l'on puisse être blessé dans la tête, on va dire, sans qu'il y ait vraiment de traces organiques. Ça, c'est une invention de la fin du XIXe siècle qui correspond évidemment aussi à l'apparition, à l'invention de la psychanalyse et à toute une découverte du terrain de l'inconscient et de notre psyché. Il y a aussi à cette époque, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'apparition de théories dites scientifiques à l'époque de la dégénérescence raciale, de théories d'un racisme scientifique qui voit d'un très mauvais œil toute forme d'hybridation et qui donc pense l'attachement au pays, l'attachement aux origines, comme étant finalement quelque chose de positif. C'est ce quelque chose qui va rappeler aux colons qu'ils sont français et qui va les rattacher à la patrie. Et donc il y a un renversement dans le savoir médical qui fait que l'attachement au pays, finalement, n'est plus perçu comme mauvais. Et on commence à le voir un petit peu dans ces illustrations de l'implantation française en Algérie à la fin du XIXe siècle, où l'on commence à encourager, en fait, des formes de nostalgie bénigne pour, par exemple, la petite Alsace dans la colonie algérienne. Je vais revenir là-dessus. C'est un petit peu, encore une fois, l'histoire des mangeurs des feuilles de lotus dans l'Odyssée. Les mangeurs les compagnons les camarades de Ulysse qui mangent les feuilles de lotus finissent par se transformer
et oublier leur patrie. Et justement, dans cette période de pensée scientifique de la dégénérescence raciale, on veut empêcher ça. Et donc la nostalgie rappelle aux expatriés leurs origines et est plutôt bien perçue. Il se trouve que cette naturalisation de la nostalgie pathologique en émotion bénigne, voire même positive, et qui nous porte à penser que c'était mieux avant, se joue aussi dans le monde, et surtout dans le monde colonial qui m'intéresse de plus près. Par exemple, dans la création de faux villages authentiquement français, je fais une oxymore volontairement, de faux villages, mais qui se veulent authentiques, construits expressément pour donner à la colonie un air du pays, un ancrage et un lieu de ressourcement afin de noyer le risque du mal du pays dans une sorte de placebo nostalgique, tissant au passage le décor d'une Algérie française dont seront nostalgiques après 1962 les pieds noirs qui souffrent de nostalgérie suite à la Deuxième Guerre d'Algérie et le rapatriement forcé de nombreux Français installés en Algérie pendant 1, 2, 3 générations. Le roman inachevé d'Albert Camus, Le Premier Homme, est très évocateur de cette double nostalgie, parce que les deux narrations s'entrecroisent entre celle de ses ascendants colons de la première génération au XIXe siècle et son arrachement à lui au XXe siècle. Peu importe, au passage, que ces villages, dont vous voyez quelques illustrations là, soient pour la plupart financés par des sociétés par action cotées à la Bourse de Paris et souvent à travers des montages financiers assez spéculatifs, voire frauduleux. Finalement, cette France ancestrale, cette vieille France qui s'installe en Algérie avec le village, le clocher, vous voyez la correspondance avec les affiches que je vous montrais avant, peut être drôlement moderne aussi. Aujourd'hui, on l'achète en produits bio à appellation protégée et marketing rétro au supermarché. Il y a une double logique qui s'installe entre le retour en arrière, mais ce retour, il est favorisé par des logiques et des acteurs de modernité, de la modernité. Vous l'aurez compris, j'espère, d'un déclin à l'autre, d'une nostalgie à l'autre, d'une forme de nostalgie à l'autre, d'une authenticité perdue à une authenticité reproduite. Ce qui ressort de ce voyage en arrière dans le temps, c'est la tendance qu'a chaque époque de se mesurer et de s'imaginer à l'aune de celle qui l'a précédée, tout aussi fantasmée. D'où un certain effet escalator, comme le nomme le critique littéraire Raymond Williams, d'après lequel chaque génération est à la fois envieuse de la précédente et elle-même objet d'envie de la suivante. C'est comme un escalator, en fait. On pourrait peut-être remonter plus loin dans le temps, comme nous y invitent les racines grecques de la nostalgie. Car si le mot ne nous vient donc pas directement de l'Antiquité, il en a l'allure et le sens. Et c'est aussi ce qui a fait la fortune du mot de nostalgie, c'est qu'inévitablement, on pense à l'Antiquité. Surtout, il distille, et tout cet imaginaire que je vous ai reconstruit, distille et intègre une sensibilité très ancienne, celle des innombrables représentations de l'âge d'or, de l'Arcadie et d'autres Éden perdus, voire d'un certain village gaulois, que scande la poésie pastorale de la Renaissance et les grandes histoires d'exil que l'on retrouve dans la tradition biblique, dans l'Antiquité et dans nombreux textes d'épopées égyptiennes, indiennes, babyloniennes, remontant très très loin dans le temps. On retrouve un peu cette imagerie de l'Éden perdu, de l'âge d'or perdu. Je dois l'avouer, même en tant qu'historien,
si nos émotions, elles changent, et j'insiste, elles changent dans le temps, elles durent longtemps. Il y a une part de continuum, de très longue durée dans notre vie affective. Mais justement, si la nostalgie est inventée en 1688, ça doit vouloir dire quelque chose. C'est la modernité capitaliste, à mon sens, qui s'annonce alors à la fin du XVIIe siècle, qui vient accélérer cet effet escalator, lui superposant l'idéologie du progrès linéaire et nécessairement ascendant, et qui donc rend toute forme de cyclicité nécessairement déclinante, suspecte, car un retour en arrière déclinante. La crise en est le nom. C'est pour cela que la nostalgie est inventée à l'aube de la modernité, et pas par Homère ou à n'importe quel autre moment. Le retour en arrière est désormais à contre-courant, voire même pathologique, dans une première phase héroïque de conquête de l'homme moderne prométhéen, la phase où la nostalgie est mortelle, parce qu'elle est perçue comme pathologique. Plus tard, dans un second temps, à partir de la fin du XIXe siècle, il lui sera de secours et de repère. Cette nostalgie lui sera de secours et de repère à l'homme prométhéen quand il faudra calmer un petit peu l'orgueil humain, cette envie de modernité. C'est la nostalgie positive d'aujourd'hui, ce sentiment douillet qui nous sert et nous réchauffe, nous donnant un ancrage, un point de repère, quelque chose qui nous rassure dans un monde devenu un petit peu trop moderne, et peut-être même une échappatoire dans un présent froid et devant un futur incertain et qui fait peur. On peut donc, je pense, relativiser ainsi le spectre du déclin français. J'en reviens un peu où je commençais. Non seulement par des données empiriques qui montrent que le pays ne va pas finalement si mal que ça, et à mon avis, c'est plutôt juste une question de redistribution des richesses, ce n'est pas un problème de manque de richesses, mais aussi en inversant la donne pour questionner moins les raisons d'un déclin, et sans paniquer presque, que le pourquoi d'un progrès à tout prix. Une idéologie, celle du progrès et de son application concrète, la croissance, qui s'impose à nous comme évidente, naturelle, alors qu'elle est une invention du XVIIIe siècle, précisément au moment où apparaît la nostalgie. Une idéologie qui nous entraîne, par ailleurs, vers l'effondrement de nos sociétés, avec, bien sûr, le réchauffement climatique. Voilà le vrai déclin qui nous pend au nez, que nous prédit la collapsologie et qu'alimente ignare tous ceux qui prétendent rendre leur pays great again en les rendant autosuffisants et libres d'aller chercher la croissance. J'adore cette expression. On va chercher la croissance comme on va chercher le pétrole ou le gaz, coûte que coûte. La nostalgie y est encore et déjà dans ce futur dystopique qui nous guette. Elle a muté à nouveau, elle a même trouvé un nouveau nom. Désormais, elle s'appelle solastalgie, néologisme forgé de solatium, réconfort, et algos, donc la souffrance du réconfort, par le philosophe Glenn Albrecht, australien, qui vit dans la Hunter Valley, et qui, au début des années 2000, souffre d'un mal du pays sans s'être éloigné de chez lui. Il est toujours chez lui, mais il souffre de mal du pays. C'est que son chez lui s'est évaporé sous ses pieds. C'est pas lui qui l'a quitté, c'est le pays qui l'a quitté. À cause de la destruction de l'environnement et de la pollution multisensorielle que provoquent les mines à ciel ouvert dans la région. Pollution par le bruit, par l'atmosphère, par la luminosité,
par tous les sens sont activés par ces mines à ciel ouvert qui sont des mines colossales. On les voit sur Google Maps du ciel et qui ravagent le paysage et tout l'environnement. Albrecht est nostalgique d'un monde qui le quitte. Donc là, je vous montre juste, j'en arrive à la conclusion, quelques images de comment on représente aujourd'hui la solastalgie. Ce sont souvent des personnes prises de dos qui marchent ou qui regardent vers un futur dystopique d'une nature complètement ravagée, qui, moi, me font penser à la célèbre peinture de Magritte, Le mal du pays, qui évidemment est d'une autre époque et qui, en l'occurrence, présente Magritte mélancolique sur un pont, ayant quitté la Belgique suite à l'invasion allemande lors du début de la Deuxième Guerre mondiale, et qui pense peut-être au suicide, comme s'était suicidé sa mère quand il était jeune en sautant d'un pont. Il y a quelque chose de la catastrophe, qu'elle soit la guerre, que ce soit la guerre ou que ce soit l'effondrement climatique, qui, je pense, fait écho dans ces deux représentations d'un mal du pays et d'une solastalgie. Je vais terminer quand même sur une note un tout petit peu positive, en vous disant que peut-être nos professionnels du déclinisme d'aujourd'hui feraient-ils mieux de regarder ailleurs, au-delà du village gaulois, qui d'ailleurs ne l'a jamais été. Je suis désolé, Astérix et Obélix, mais les travaux de génomique historique à grande échelle montrent aujourd'hui qu'il n'y a rien de purement de souche, où que ce soit en Europe, chez nos ancêtres, et que ça fait très longtemps que les populations se brassent et se mélangent, et que ce que l'on a appelé, ce que l'on continue parfois d'enseigner à nos enfants comme les invasions barbares suite à la chute de l'Empire romain, sont en fait tout simplement des grands mouvements de migration de population, et qui sont finalement la base de comment vivent les êtres humains sur Terre. Ces professionnels du déclinisme d'aujourd'hui pourraient, par exemple, regarder vers la philosophie de l'histoire d'Ibn Khaldoun, le fondateur des sciences humaines, des sciences sociales, qui, au XIVe siècle, à la fin de l'âge d'or d'Al-Andalus, de l'Andalousie islamique, théorisait le cycle d'expansion et de déclin inéluctable des empires de son temps. Ils y trouveront des enseignements utiles sur l'importance de la cohésion sociale, de l'azabia, comme l'appelait Ibn Khaldoun, qui se trouve être plus forte, selon lui, chez les peuples nomades que chez des peuples sédentaires installés au pouvoir depuis peut-être un petit peu trop longtemps et tentés par le repli sur soi. De quoi apporter, j'espère, un tout petit peu d'optimisme, une petite note d'optimisme à la fin de ces réflexions pas très réjouissantes sur notre moment nostalgie, car il se trouve que les campings se portent très bien en France depuis nombreuses années. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Ça peut être des questions d'éclaircissement, des points voilà, que j'ai pas assez développés ou autre chose. N'hésitez pas vraiment à vous demander ce qui vous passe par la tête. D'accord, super, merci. Et moi, je voudrais juste une précision dans les termes ou dans l'histoire des deux mots. Entre nostalgie et mélancolie, quelle est la différence? Parce que je sais que mélancolie, ça peut être utilisé dans le milieu de la psychiatrie comme, Oui. comme des formes de dépression extrêmement profondes, invalidantes, qui peuvent nécessiter des électrochocs. Et quel est le... On l'espère pas trop. Et non, Oui. mais disons que ça m'intéresse de savoir quelle est la nuance entre les deux, et si
certainement cette nuance et cette définition se sont déplacées Bien dans sûr. le temps. Oui, bien sûr, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je suis allé un peu trop vite là-dessus. La mélancolie est un terme qui existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, et donc quelque part va à l'encontre de ma proposition de historicité des émotions, parce que la mélancolie, elle est là depuis très longtemps. Voilà, elle dure et elle perdure, même si elle change de forme à travers les âges et d'explications. La nostalgie, quand elle est inventée en 1688, elle est inventée précisément comme sous forme de mélancolie, comme une forme particulière de mélancolie où la source de la maladie, qui s'avoisine à une mélancolie, est spécifique parce que c'est le pays lointain, le pays perdu. Donc quand on a une mélancolie causée par la perte du pays, on va dire que c'est une nostalgie. On meurt aussi de... Tout à fait. On meurt aussi de mélancolie. Après, ce qui est intéressant, c'est dans le profil que dressent les médecins de ces deux maladies psychiatriques jusqu'au voilà, au 19e siècle. Et aujourd'hui, les médecins ne parlent plus vraiment de mélancolie, sauf dans un discours un peu généraliste. On va plutôt parler de dépression ou d'autres pathologies psychiatriques. Euh, mais dans la distinction que font les médecins du 19e siècle, par exemple, entre les deux, il y a quelques différences intéressantes. La mélancolie est souvent, on va dire, une maladie de l'être cultivé, de l'écrivain, de la poète, de quelqu'un qui a une éducation. Et on va souvent leur recommander le voyage comme thérapie. La mélancolie se soigne par le voyage. C'est un petit peu ce qui porte au grand tour, l'idéal du grand tour des romantiques, par exemple. C'est un peu pour soigner aussi leur mélancolie tout en la maintenant un petit peu en vie. La nostalgie, au contraire, et c'est ce qui m'a intéressé moi dès le début de mes recherches, c'est qu'elle a un profil social populaire, en fait. Les gens qui souffrent de nostalgie sont des classes ouvrières, des paysans, des personnes qui vont à l'armée et qui justement souffrent d'un manque d'éducation qui leur permettrait peut-être de s'adapter à un monde qui change, en fait. Et donc, pour eux, contrairement aux mélancoliques, le voyage, c'est absolument pas la cure, c'est au contraire la cause du mal. Il faut les rapatrier, il faut les renvoyer chez eux. Donc il y a quelques nuances comme ça dans on va dire le profil psychopathologique des deux syndromes psychiatriques, mais fondamentalement dans la pathogénie, dans les symptômes, c'est souvent les mêmes symptomatologies. Mais les deux sont très corrélés à des questions de géographie, de déplacement. Bien sûr, mais de façon différente. Mais les deux sont corrélés un petit peu à la géographie. Après, encore une fois, la mélancolie a une histoire bien plus longue qui remonte à la théorie des humeurs, la bile noire. La nostalgie apparaît à un moment où la médecine bascule pour faire très simple, la médecine médiévale des humeurs dans la médecine moderne des nerfs organiques aussi, des tissus organiques, où il n'y a plus l'impact des humeurs dans les corps. On ne considère plus que c'est le mécanisme des maladies, ce n'est plus un déséquilibre dans les humeurs des corps. Donc la nostalgie est moderne dans ce sens-là, en fait. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Est-ce que la nostalgie est aussi une maladie dans les armées britanniques coloniales? Alors, je vais vous répondre de manière contradictoire. Officiellement, non. Il y a très peu de mentions de nostalgie dans l'armée britannique, y compris l'armée coloniale. Et les sources françaises en parlent aussi. Et à la fois avec un peu de surprise, mais pourquoi est-ce que les Britanniques ne souffrent pas comme nous quand ils sont dans les colonies?
et un peu d'ironie chauvine en disant mais au final, de quoi serait-il nostalgique qu'est-ce qu'il y aurait quel mal du pays pourrait-il y avoir pour le Royaume-Uni? Je le dis, je suis de naissance britannique, donc je peux me permettre d'ironiser là-dessus. En fait, oui. En fait, il y a. On voit, si on creuse vraiment, on voit qu'il y a il y a des traces de nostalgie pathologique dans l'armée britannique aussi, dans les colonies britanniques aussi. Et surtout, on le voit quand on observe les palliatifs, on va dire les façons dont les Britanniques, dont se servent les Britanniques pour désamorcer la nostalgie. Un peu comme les villages français avec une reproduction quasiment à l'identique d'un village alsacien en Algérie, avec les noms de rues identiques, des maisons construites à l'identique, et parfois des populations entières qui sont déplacées de l'Alsace perdue lors de la guerre franco-prusse, suite à la guerre franco-prusse en Algérie. On voit ça en Inde aussi, avec la reproduction de cottages typiquement anglais, des matchs de cricket en Inde et la pause du thé systématique à 4 heures de l'après-midi, même dans des conditions qui ne se portent pas forcément à vouloir prendre le thé. Donc il y a une reproduction de ce que j'appelle un placebo nostalgique, même chez les Britanniques, ce qui révèle quand même un mal du pays, une souffrance de l'éloignement. Ah, oui, c'est une excellente question. Moi, il y a, comme toujours en histoire, c'est compliqué, il y a plusieurs éléments de réponse. Un élément, à mon avis, important, c'est que l'armée française, à partir de la Révolution française, est une armée officiellement de citoyens qui doivent se soumettre volontairement à une forme de domination. Et donc, c'est pour ça que j'essayais d'expliquer que de faire comprendre que la nostalgie, c'est pas juste le déplacement dans l'espace, parce qu'il y a des grands voyageurs qui sont pas nostalgiques. C'est un éloignement sous contrainte, sans possibilité de retour, et parfois un éloignement qui n'est pas vraiment un éloignement, mais qui semble ou est ressenti comme un éloignement. Il y a des cas de nostalgie de soldats qui sont en caserne à 20 bornes de chez eux. Et ça, je pense que ça ne peut que s'expliquer par quelque chose une perception plus abstraite de l'arrachement, qui peut être celle d'un citoyen qui, normalement, a des droits, a le droit de se déplacer librement, mais qui, tout d'un coup, dans l'armée, est soumis à une contrainte particulière. Ce qui est intéressant dans ce sens-là, c'est que les officiers de santé de l'armée entrevoient, et parfois ils le disent même, des symptômes qui leur font penser à la nostalgie chez des ouvriers à cette époque, dans les premières grandes usines, en France. Dans le Royaume-Uni, l'armée n'est pas une armée de citoyens, n'est pas une armée de conscription. Donc la situation est un petit peu différente. Après, il y a tout simplement aussi des modes médicales, hein. Il y a des termes qui prennent plus dans un pays que dans un autre. Il y a différents niveaux d'explication pour cela. Il y a aussi c'est la grande époque des théories des maladies nationales. Et les Britanniques ont d'autres maladies, le spleen, par exemple. Et donc, voilà, chaque peuple a sa maladie spécifique. Voilà. C'est proche, évidemment. Tout ça est très proche, oui. Oui. Merci. Pas d'autres questions? Non, pardon, je suis là. Et merci. je vais vous rassurer, voilà, il n'y a pas de souffrance. Une chose qui peut être intéressante peut-être, et je pense par rapport à l'exposition, c'est qu'aujourd'hui, les psychologues à juste titre, à mon sens, expliquent à quel point la nostalgie peut avoir un effet positif et faire partie vraiment d'une vie émotive, équilibrée, saine, qui a des points de repère dont nous avons tous besoin. Moi-même, je vis loin de chez moi et je suis très content de pouvoir rentrer chez moi, d'avoir une petite dose, de baigner dans une dose de nostalgie. Ce qui, je pense,
est utile dans une démarche historienne quand on voit un peu le passé, le passif de cette émotion, de toujours faire un peu attention. Parce que justement, la nostalgie qui peut être réconfortante et utile dans le personnel, dans la vie de tous les jours, peut très vite basculer dans des formes pathologiques ou, à mon sens, comme le sont aujourd'hui les récupérations politiques de la nostalgie ou les récupérations commerciales de la nostalgie. Pour moi, c'est des descendants, on va dire, des extensions du côté pathologique de la nostalgie d'antan dont je vous ai parlé là, et qui sont pour la peine, je pense, très dangereuses. Nous vivons dans un moment politique très, très, très inquiétant où la nostalgie justifie, entre autres, des actions, à mon sens, terribles envers des populations, et des refrains de guerre qui malheureusement, voilà, parfois passent au-delà des refrains et deviennent l'actualité pour beaucoup de populations à travers le monde. Donc voilà, mais je ne veux pas non plus dire que tout est mal dans la nostalgie. Il y a parfois, on en a besoin aussi, parfois. Et je vous invite absolument à aller vous baigner dans l'installation. Ça fait du bien aussi de voir tout ce à quoi la nostalgie s'attache et les souvenirs que ça peut faire ressurgir en nous. Vous parlez d'effets bénéfiques de la nostalgie. Oui. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Ben, je pense qu'il est indéniable que dans un monde en changement constant, un sentiment de repère peut apporter un soutien émotif à des populations dans des situations fragiles. Je pense notamment à des expatriés, des émigrants qui deviennent des immigrés dans un pays d'accueil et qui ont besoin souvent pour se réconforter de retisser un certain un tissu, de recréer un tissu social d'habitude, de façon d'interagir avec des personnes, de pratiques, qu'elles soient culturelles, religieuses, vestimentaires, peu importe, qui les rassure, en fait. Et ça, c'est ce qu'on a dû... Je pense que dans le discours de l'intégration de l'étranger, on oublie trop facilement, ou on passe dessus trop facilement, l'importance pour quelqu'un qui est loin de chez soi de se rassurer avec un petit effet placebo nostalgique de soutien, on va dire, qui peut après... En général, après une deuxième, troisième génération, se déliter et conduire à une intégration. Parfois, en fait, le placebo nostalgique intervient dans une seconde ou une troisième génération d'immigrés en réaction à l'impératif d'intégration brutale qu'impose la première génération. On voit ça souvent, par exemple, avec des immigrés, des familles immigrées qui disent à leurs enfants « Non, non, il faut maintenant s'adapter complètement, vous oubliez votre langue d'origine, vos habitudes d'origine, vous devez vous intégrer, c'est ici votre vie maintenant, etc. etc. » Et puis la seconde ou troisième génération se rend compte qu'elle est peut-être intégrée, mais elle a perdu ses origines, elle a perdu son histoire. Et donc, du coup, il y a un effet de redécouverte tardif, on va dire. Et je pense que voilà, dans le discours politique que nous avons aujourd'hui, on n'intègre pas du tout l'importance de ces éléments-là. On va dire que ce sont des populations qui refusent de s'intégrer, qui ne peuvent pas s'intégrer. Donc, c'est un des domaines où il y a des travaux intéressants aujourd'hui de psychiatrie, où la nostalgie redevient un terme un peu opérant dans le vocabulaire médical. Dans le domaine de l'accueil, de l'intégration
et du bien-être des populations de réfugiés, d'immigrés et de réfugiés. Et voilà, c'est une réalité à travers le monde aujourd'hui. Nous vivons un temps où il y a énormément de personnes dans un état de fragilité loin de chez eux. On le voit aussi chez des étudiants, plus banalement. Moi, je le vois avec mes étudiants qui, aux États-Unis, vivent souvent loin de leur famille et qui parfois ont des gros coups de blues. Et la nostalgie peut les aider dans ces situations-là. Donc, je pense, ce que je veux dire, c'est qu'à petite dose et dans une optique de bien-être personnel, c'est pas forcément négatif. Il y a aussi, c'est peut-être une autre façon de répondre à votre question, il y a aussi des mouvements donc de contestation de la modernité, voilà, que j'ai défini modernité capitaliste d'aujourd'hui, qui cherche un avenir meilleur en puisant dans le passé. Donc, par exemple, tout le discours sur les communs, sur le partage des terres, des ressources, dans une optique de communalisation de nos ressources et de nos vies, donc en opposition à l'hégémonie de la propriété privée, de l'individualisme, du chacun pour soi, etc., etc. Ça, c'est un discours qui pense un avenir, pense un futur alternatif, une possibilité d'un ailleurs, mais qui puise dans une réalité qui a déjà existé, dans un passé. Le passé des communs qui a été la réalité concrète des populations du monde pendant très longtemps, jusqu'à l'imposition systémique de la propriété privée entre le 16e, 17e et 18e siècle, 19e, en fonction d'où l'on est à travers le monde. Ce qui est important là-dedans, c'est de ne pas non plus idéaliser le passé. Les communs viennent aussi avec tout un tas de choses que nous ne voulons pas forcément reproduire aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est une attitude critique envers le passé, sans non plus forcément dire « Ah, c'était dans le passé, donc c'est forcément nul, c'est forcément régressif ou passé », comme on dit. Un autre exemple peut être celui aujourd'hui, je pense beaucoup, je vis dans un pays où il y a aucune protection sociale. Et moi, j'ai un peu la nostalgie de l'État-providence, où quand on n'hésite pas à aller chez le médecin ou à l'hôpital quand on en a besoin, parce qu'on n'a pas peur de recevoir une facture délirante derrière. On peut puiser dans une certaine nostalgie d'un État-providence pour se rendre compte que, en fait, si, c'était mieux avant, et que donc, il faudrait peut-être reproduire certaines de ces choses-là, à condition de faire attention, là encore, de ne pas idéaliser, de ne pas oublier que l'État-providence, ce n'était pas non plus la joie pour tout le monde. L'État-providence était aussi quelque chose qui était fondé sur l'exploitation d'une partie de la planète par une autre partie de la planète. C'est quelque chose qui a été rendu possible par le colonialisme, entre autres. Donc, en fait, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas le regard sur le passé assaini et amnésique dont je vous parlais en début de présentation, avec ces politiques de la nostalgie qui se plaignent du présent en disant c'était mieux avant et qui idéalisent le passé. On peut puiser des ressources dans le passé à condition de ne pas l'idéaliser, d'être conscient de tout ce qui va avec. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Merci. J'espère avoir répondu un peu à votre question. Et puis, je suis historien, donc je voudrais pas qu'on oublie tout du passé. J'en ai besoin pour continuer à exercer mon métier. Voilà, de manière un peu plus personnelle et égoïste peut-être. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de votre attention.
Merci de votre attention.